Bon. Bonjour. S'il vous plaît, on s'assoit, on va démarrer. On éteint les téléphones sous vibreur. Bonjour, bienvenue à cette séance des Midi Bad Giant, comme chaque mois. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Pierre Caplier, le directeur adjoint du centre de CEA de Grenoble. Donc Pierre est diplômé de Grenoble IMP. Après plusieurs expériences de travail à l'étranger, notamment il a travaillé sur la construction du tunnel sous la Manche et des expériences dans l'industrie en région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le domaine de la microélectronique, mais également dans la chimie fine. Il était recruté au CEA en 2005. Et il était responsable d'un service de facility du CEA Leti et il était en charge de l'exploitation et des projets dans les salles blanches. Donc, il a ensuite occupé les fonctions d'adjoint opérationnel au chef des départements d'optique et photonique, toujours au Leti. Et puis, il était directeur adjoint à l'Institut CEA IRIG, qui fait partie de l'ADRF, donc la direction de la recherche fondamentale du CEA. Et il est depuis 4 ans, donc le directeur adjoint du CEA de Grenoble. Et nous sommes ravis de l'accueillir aujourd'hui et surtout dans cette année de fête pour le CEA. Et donc, il va nous parler des 70 ans du CEA de Grenoble, donc vraiment un flashback sur l'histoire du centre et de ses évolutions. Merci et bonne conférence à vous tous. Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. Eh bien, écoutez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, ravi aussi de vous voir en si grand nombre dans cet amphi. Et puis, je remercie aussi l'équipe Giant de m'avoir invité pour quelque chose d'assez sympathique. Donc, vous raconter une histoire. C'est l'histoire du centre CEA Grenoble à l'occasion du 70e anniversaire de sa création, puisque le centre a effectivement été créé en 1956 par Louis Néel. Donc, c'est le monsieur très concentré que vous voyez sur la photo. Donc, ancien grand physicien grenoblois qui a donné son nom à plusieurs rues, plusieurs édifices de la ville. Et donc cet anniversaire, c'est vraiment la bonne occasion de se replonger dans tout un pan d'histoire pour comprendre d'où l'on vient, ce que le centre est devenu et comment notre recherche en fait contribue à préparer les technologies de demain, pour reprendre la punchline du CEA. Alors 70 ans, c'est une vie entière, donc riche bien sûr en nombreux événements qui touchent à la science, qui touchent à la technologie, à l'humain aussi, puisque ce sont avant tout les femmes et les hommes qui sont passés sur le centre depuis 70 ans qui ont fait cette histoire. Et donc je vous propose maintenant de survoler toute cette riche matière au cours de la prochaine demi-heure. Alors puisque certains d'entre vous, j'imagine, viennent de l'extérieur, je vais prendre quelques minutes pour commencer, pour vous représenter peut-être cette vénérable maison qu'est le CEA. Donc le CEA, c'est le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Il a été fondé en 1945 par le général de Gaulle pour, à l'époque, doter la France d'un grand organisme de recherche reconnu internationalement afin d'étudier les applications de l'atome dans les domaines civils et militaires. Le CEA, c'est un opérateur de l'État qui est aujourd'hui placé sous la tutelle de 4 ministères et dont les activités ont bien évidemment largement évolué depuis 80 ans. On peut dire aujourd'hui que ces activités regroupent effectivement 4 grands thèmes, 4 piliers. Vous les avez ici sur la planche. Je vais aller très vite, passer très vite sur celui qui est en bas à droite, qui concerne la défense et la sécurité, puisque c'est une activité qui n'est pas du tout opérée, ou très peu, ici à Grenoble. Par contre, les chercheurs, les salariés du CEA à Grenoble travaillent au quotidien sur les 3 autres thèmes qu'on peut lier aux 3 grandes transitions sociétales que vous connaissez certainement. Il y a d'abord la transition énergétique ou écologique. L'objectif, c'est de passer d'un monde qui est aujourd'hui majoritairement dominé par les énergies fossiles, à un monde qui fera la part belle aux énergies bas carbone. Donc au CEA, il y a le nucléaire, bien évidemment, qui reste le cœur historique de l'activité, mais il y a aussi les énergies renouvelables, et ça, on le verra tout à l'heure, c'est une activité cœur des chercheurs du CEA Grenoble. Ensuite, il y a la transition numérique. Donc là, l'objectif, c'est de fournir aux citoyens, aux industriels, des technologies digitales toujours plus performantes pour accompagner la mutation de la société vers
davantage de numérique, davantage de digital, d'Internet ou d'objets connectés. Et puis enfin, on a la transition médicale. On parle aussi de technologie pour la médecine du futur, pour accompagner le vieillissement de la population, favoriser les soins à domicile des personnes âgées ou améliorer encore le travail des personnels soignants. Tout ça par la mise à disposition de dispositifs médicaux toujours plus innovants. Et donc, tous ces développements se font... l'objectif du CEA, c'est de faire monter en maturité ces développements dans le cadre d'activités dites de recherche appliquée, pour servir les besoins de la société et renforcer également l'indépendance stratégique, industrielle, scientifique de la France et plus généralement de l'Europe. Alors le CEA, c'est un effectif de plus de 22 000 salariés, avec toujours à peu près 3/4 de personnel en CDI, en permanent. Un budget de l'ordre de 6,4 milliards d'euros, réparti à peu près pour moitié entre les activités civiles et de défense. Et puis le CEA est depuis de nombreuses années dans le top 5 français des déposants de brevets pour valoriser son innovation. Et c'est aussi quelque chose qui n'est pas toujours connu, c'est le premier organisme de recherche publique dans le monde dans ce domaine. Alors, les activités du CEA se déroulent sur 9 centres en France. Ce sont des établissements au sens du Code du travail. Il y a 5 centres militaires et 4 centres civils. Donc, les 5 centres militaires, ce sont ceux de Bruyères-le-Châtel, ça se trouve au sud de Paris. Le RIPO à côté de Tours, le CESTA à côté de Bordeaux. Gramat, c'est dans la campagne à côté de Cahors. Et Val-Duc, c'est encore dans la campagne, mais à côté de Dijon cette fois-ci. Et on a 4 centres civils, Paris-Saclay, Grenoble, Marcoule et Cadarache en vallée du Rhône. Le plus gros de ces centres, c'est Paris-Saclay, qui accueille chaque jour près de 8000 personnes. Deuxième, c'est Grenoble, 6500 personnes, on va y revenir. Et ensuite viennent les 2 sites de Marcoule et Cadarache, un peu plus petits, relativement parlant. Vous pouvez voir également que le CEA a des antennes en région. On appelle ça des PRTT. Ce sont en fait des émanations du CEA Grenoble. Et le CEA Grenoble a également un site secondaire qui se trouve au Bourget-du-Lac, à côté de Chambéry. C'est le site de l'INES, l'Institut national de l'énergie solaire, au sein duquel il y a environ 400 personnes qui travaillent sur les technologies du photovoltaïque et du solaire avancé, entre autres. Alors, j'en viens maintenant au sujet cœur un petit peu de cette conférence, qui est l'histoire du centre CEA Grenoble, que je vais vous raconter un petit peu par ordre chronologique, avec 2 grandes périodes qui ont marqué cette histoire de 70 ans. Il y a d'abord eu l'ère du nucléaire, d'abord la période de la R&D nucléaire, et ensuite toute la période de la dénucléarisation à partir des années 2000. Et puis en parallèle et en décalé, l'ère des technologies, qui a démarré dès les années 60 avec les débuts, le développement de la microélectronique, et que nous connaissons toujours aujourd'hui pour adresser donc les enjeux des 3 grandes transitions sociétales. Je commence donc en remontant vraiment aux origines du centre, les activités de R&D dans le domaine du nucléaire civil. Et donc tout a commencé par un besoin de neutrons et de décentralisation. Le fondateur du centre, donc Louis Nel, avait dès le début compris que la science ne pouvait pas se développer efficacement en vase clos. Donc en créant le CENG, le Centre d'études nucléaires de Grenoble, les Grenoblois parlaient à l'époque du singe, il a posé les bases du fameux triptyque grenoblois qui consiste à faire travailler ensemble la recherche fondamentale avec la recherche appliquée, l'innovation avec l'industrie, toujours pour les besoins de la société et en s'appuyant sur les forces vives de l'université et de l'enseignement supérieur. Et donc le CENG ouvre ses portes en 1956. C'est le 3e centre du CEA à être créé après les centres parisiens de Fontenay-aux-Roses et de Saclay. Voici l'article de presse du Dauphiné libéré qui justement explique cette décision du CEA d'ouvrir son premier centre en province. Ici, une photo d'époque des premiers travaux de terrassement sur ce qui deviendra le polygone scientifique au confluent du Drac et de l'Isère. En fait, le choix s'est porté naturellement pour l'implantation du centre sur cette zone au nord de Grenoble, une zone de 200 hectares, qui était en fait un ancien polygone d'artillerie, ce qui nous vaut régulièrement, encore cette semaine, de découvrir des obus ou des grenades, lorsque nous faisons des travaux. Ici, une photo de la première entrée du centre, qui se trouve
à peu près au même endroit que l'accès principal actuel. Une première photo aérienne du centre, où on découvre les premiers bâtiments C, bâtiments D également, qui existent toujours, qui abritent encore des activités aujourd'hui de tertiaire ou de laboratoire. Vous voyez que le nord de la presqu'île était un petit peu moins construit qu'aujourd'hui. Et puis encore une photo aérienne, cette fois-ci prise en direction de la ville et du sud. On retrouve les bâtiments C et D. Et au bout de l'avenue principale, le premier bâtiment nucléaire du centre de Grenoble, à savoir Mélusine, que vous avez ici en photo lors de son chantier de construction. Alors Mélusine, c'était le premier réacteur de recherche en France à adopter une conception de type piscine à cœur ouvert. C'était une configuration qui présentait l'avantage d'être plus compacte, plus facile d'accès, d'offrir un flux de neutrons plus intense que les piles à eau lourde que le CEA opérait à l'époque dans ces sites parisiens. Et donc la puissance de Mélusine a été portée au cours de sa vie jusqu'à 8 MW thermiques, ce qui a permis de mener des différents travaux de recherche très ambitieux. Ça allait vraiment de la physique fondamentale jusqu'à la recherche appliquée, dans les domaines de la neutronique, de la physique des solides, la chimie sous irradiation, ou bien encore pour produire des radioéléments. Et l'année, je dirais, importante pour Mélusine, c'est 1958, puisque ça correspond à la première divergence du réacteur. La divergence, c'est le terme qu'emploient les physiciens pour caractériser le début de la réaction de fission nucléaire auto-entretenue. Alors, 1958, eh bien, l'effectif du CENG est de l'ordre de 300 personnes. 1958, c'est l'entrée en vigueur du traité de Rome, qui avait été signé l'année précédente par les 6 membres fondateurs de la Communauté économique européenne, c'est l'ancêtre de l'Union européenne. 1958, c'est l'assurance automobile qui devient obligatoire en France. C'est le Poinçonneur des Lilas de Serge Gainsbourg. C'est le pont de la rivière Kwai, avec le duel psychologique intense entre le colonel Nicholson, anglais, et son homologue Saito, japonais. C'est un must pour les amateurs de cinéma. 1958, c'est le discours du général de Gaulle au Forum d'Alger. Et bien sûr, c'est la constitution de la Ve République. Et pour ce qui est des technologies, c'est l'arrivée dans les foyers français des dernières générations de postes radio, très design. C'est le lancement, c'est la commercialisation du premier ordinateur 48 bits entièrement transistorisé. Et c'est une innovation aussi extrêmement importante qui va révolutionner le monde de l'électronique et de l'informatique. C'est le premier circuit intégré inventé par Jack Kilby, qui était à l'époque salarié de Texas Instruments aux États-Unis. Alors, je reviens à Grenoble au début des années 60, où en fait les demandes d'irradiation dépassent très rapidement les capacités de Mélusine. Et donc, en 1963, le CEA Grenoble met en service, après 2 ans de construction, le 2e réacteur de recherche sur le centre, c'est Siloé, dont la puissance sera portée à 35 MW au cours de sa vie, et qui est installé globalement dans un grand dôme cylindrique de 27 mètres de haut. Alors, sous les faisceaux de neutrons de Siloé, les chercheurs étudient la structure cristalline des matériaux. Au cœur du réacteur, on étudie des nouveaux matériaux, on produit des radioéléments pour la médecine nucléaire, et quelque chose d'important pour la suite, c'est qu'on commence à doper du silicium pour poser les bases de la microélectronique moderne. Une année plus tard, arrive Silhouette, petite Siloé pour compléter le trio. Donc Silhouette, c'était un réacteur de beaucoup plus petite puissance beaucoup plus faible, dont la mission première était de mener des études sur des matériaux à intégrer dans les cœurs de Siloé et de Mélusine. Et puis rapidement, l'État français demandera au CEA de dédier Silhouette à la formation des futurs opérateurs du parc électronucléaire français d'EDF et également aux futurs inspecteurs de l'autorité de sûreté nucléaire. Au-delà des 3 réacteurs expérimentaux qui étaient Mélusine, Siloé et Silhouette, il y avait 3 autres installations nucléaires de base sur le site de Grenoble. On parle d'INB. Donc il y avait d'abord le LAMA, le laboratoire d'analyse des matériaux actifs, dont la mission c'était vraiment de pousser plus loin la compréhension, la caractérisation du comportement des combustibles et des structures sous irradiation. Et donc comme toutes ces installations nucléaires généraient des déchets, en 1964, le CEA a mis en service la STED,
qui était en fait constitué de 2 INB. La STED, ça veut dire station de traitement et d'entreposage de déchets, dans laquelle eh bien, on pouvait regrouper, conditionner, caractériser les déchets avant de les envoyer dans les filières de traitement national. Je reviens un petit peu en arrière maintenant à la fin des années 50, car déjà à cette époque se posait la question d'avoir des dispositifs électroniques, des instruments durcis pour pouvoir travailler efficacement dans des environnements irradiés au sein des réacteurs. Et donc sous la direction de Michel Cordel, qui était le fondateur et le premier directeur du LETI, une vingtaine de personnes, des techniciens, des ingénieurs, travaillent à la conception, au dépannage de dispositifs électroniques au sein du service d'électronique, en soutien donc aux chercheurs dans les réacteurs nucléaires. Et donc pour le CEA, l'intérêt était très clair. Il savait qu'une révolution technologique était en route, celle des transistors et des circuits intégrés que j'ai déjà évoqués. Et donc il était vraiment urgent de former les électroniciens pour aller jusqu'à créer sa propre technologie afin de maîtriser le comportement de toute cette électronique intégrée dans les réacteurs. Et qui dit circuit intégré dit salle blanche, pour pouvoir développer efficacement tous ces dispositifs miniaturisés. Et donc la première salle blanche du centre sera installée en 1966 dans un des bâtiments C que j'ai mentionné tout à l'heure. Et donc c'est l'ancêtre vraiment des actuelles salles blanches des bâtiments 41 du LETI. Alors c'est dans cette nouvelle salle blanche que sera conçu et fabriqué le premier circuit intégré du CENG qui comportait une dizaine de transistors avec des tailles de gravure de l'ordre de 5 microns, ce qui était bien évidemment à l'époque déjà une prouesse technologique. Le LETI, justement, donc le laboratoire d'électronique et des technologies de l'information, est créé en 1967 par Michel Cordel, qu'on voit ici avec son staff, avec comme mission, dans un premier temps, de répondre aux besoins des activités de R&D nucléaire sur le centre de Grenoble, et puis très rapidement de développer des collaborations avec l'industrie, par exemple avec Merlin Gérin, qui était à l'époque l'ancêtre de Schneider Electric aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, eh bien, le LETI, qui était capable d'assurer une partie importante de son financement du fait de la possibilité qui lui était donnée de réaliser de la recherche sous contrat, va partir à la conquête de nouveaux marchés. On passe dans les années 70. Donc 70, c'est l'année où Louis Néel reçoit le prix Nobel de physique pour ses travaux sur le magnétisme des solides. Et donc il est acclamé pour ce haut fait scientifique par les équipes du centre. 1973, c'est la première journée porte ouverte, avec 25 000 personnes qui viennent visiter le CELG et qui garent on voit une R12, une 404, une GS, donc toute une époque que certains peut-être ont connue. Et puis, difficile de ne pas mentionner l'année 76 ou 77 quand on parle du CEA Grenoble. C'est l'année qui correspond au début du traitement de la momie Ramsès II. Donc Ramsès II, le grand pharaon, qui a rang de chef d'État à quitter l'Égypte, car pour une opération un peu de sauvetage, car en fait sa momie est infestée par une soixantaine d'espèces différentes de champignons qui mettent vraiment en danger son intégrité. Et donc l'opération de sauvetage est organisée conjointement par le musée du Louvre et le musée de l'Homme, qui sollicitent toutes les grandes structures de recherche en France, dont le CEA, pour leur demander de proposer des solutions de restauration, de décontamination, sans mettre en danger, bien sûr, l'intégrité de la momie. Donc à Grenoble, c'est l'équipe du projet Nucléart qui va proposer une solution basée sur une exposition de la momie au rayonnement gamma. Et c'est la solution qui est retenue. Et donc, pendant plusieurs mois, l'irradiateur du CEA Grenoble va être mis à contribution pour traiter de nombreux échantillons à titre d'essai. Et la momie sera concrètement irradiée en mai 1977 à Saclay, sous la supervision des équipes du programme nucléaire de Grenoble. Le traitement sera un succès et la momie pourra retourner 2 jours plus tard au Caire, avec les remerciements éternels de l'Égypte envers la France, bien évidemment. Alors, je continue avec quelques autres réalisations importantes maintenant au cours de cette période de R&D nucléaire. Il y a d'abord le logiciel Qatar. Alors, Qatar, ça veut dire Code avancé de thermohydraulique pour les accidents de réacteurs à eau. C'est un logiciel de simulation qui a été développé à Grenoble à partir de la fin des années 70 et qui est utilisé historiquement pour les études de sûreté des réacteurs,
ainsi que dans les simulateurs de formation du parc nucléaire français. Et sachez qu'aujourd'hui, la dernière version de Qatar, c'est Qatar numéro 3, est toujours utilisée par les exploitants nucléaires français. Cette planche aussi pour illustrer des essais importants qui ont été menés dans les années 80 à Grenoble sur le comportement des produits de fission hors de la gaine du combustible lors d'accidents dans un réacteur nucléaire, ce qu'on appelle typiquement des réacteurs de fusion du cœur. C'est ce qui s'est passé à Fukushima dans les 3 réacteurs en 2011. Et donc, toutes ces expérimentations qui ont été menées dans des fours opérant à très très haute température ont permis d'optimiser les modèles informatiques pour prédire les conséquences de ces accidents graves dans les réacteurs nucléaires. Alors, je ne pouvais pas mentionner toute cette période des années, alors là on est dans les années 80, mais qui correspond quand même à la période de la R&D nucléaire, sans mentionner cette année 84, qui correspond à l'inauguration du bâtiment 40 par François Mitterrand, qui était le président de la République à l'époque. Donc ce bâtiment était très innovant à l'époque, en forme de trèfle, avec les bureaux au centre, et puis 4 ailes dans lesquelles se trouvaient des salles blanches ou des laboratoires, en forme de trèfle donc. Et ce bâtiment 40 a permis de regrouper, de rationaliser toutes les implantations technologiques en microélectronique du LETI, qui étaient jusqu'alors un peu disséminées un peu partout sur le centre. Et donc une des réalisations importantes qui a vu le jour dans ce bâtiment, c'est un magnétomètre ultra-sensible qui a été utilisé en 1985 par une équipe franco-américaine et qui a permis de découvrir l'épave du Titanic sous 3800 mètres de fond au large de Terre-Neuve dans l'Atlantique Nord. Et ce magnétomètre a été conçu et fabriqué dans la salle blanche du bâtiment 40. Ensuite, le bâtiment 41 a vu le jour, il est sorti de terre pour compléter le bâtiment 40 dans les années 90. Et donc cette dernière décennie du XXe siècle s'est terminée par un résultat technologique d'ampleur, de renommée internationale pour le LETI, puisqu'il a détenu à ce moment-là, pendant quelques mois, le record mondial du plus petit transistor des technologies MOS, que vous voyez ici. Donc 20 nanomètres, c'était la taille de ce dispositif, réalisé dans la salle blanche du 41. Pour votre information, 20 nanomètres, c'est 4000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, pour vous donner un ordre d'idée. Voilà, j'en arrive maintenant à la deuxième sous-période de l'ère nucléaire qui concerne la dénucléarisation du centre de Grenoble. Avec d'abord une photo aérienne du centre de l'époque, début des années 2000, vous retrouvez les 6 UNB, donc Siloé en vert, Silhouette en jaune, Mélusine en bleu, le Lama en orange et puis les deux INB de l'Asted en rose. Voilà. Et donc la question que vous seriez en droit de vous poser maintenant, c'est mais pourquoi donc dénucléariser? Pourquoi prendre cette décision de dénucléariser un centre qui a été conçu, fondé 40 ans plus tôt pour justement mener des recherches dans le domaine du nucléaire civil? Eh bien, ce projet d'assainissement-démantèlement des installations nucléaires de Grenoble, il fait suite à une décision de la direction générale du CEA qui visait à rationaliser, à regrouper toutes ces installations nucléaires, toutes ces activités nucléaires dans le domaine civil sur les centres de Saclay, de Marcoule et de Cadarache. Et donc, de consacrer, de dédier le centre de Grenoble plutôt à ce qu'on appelle la recherche technologique hors nucléaire. Et donc, à partir de là, c'est une opération longue, très longue à l'échelle de la vie du centre qui démarre, cette opération de dénucléarisation qui se décompose en plusieurs phases. Il y a d'abord une période qui va durer globalement une dizaine d'années pour démanteler les équipements, assainir les installations. Et ça n'est pas fini, puisqu'à l'issue de ces opérations sur site, un processus de déclassement administratif démarre en lien avec l'autorité de sûreté nationale et qui lui aussi est long de plusieurs années. In fine, la page nucléaire du centre de Grenoble a été tournée, mais en fait ça ne date pas de si longtemps que ça, puisque la publication au journal officiel du dernier arrêté de déclassement administratif qui concernait la STED a été publiée en mars 2023. Et donc aujourd'hui, toutes les anciennes zones des INB ont été soit reconverties pour y installer des nouvelles infrastructures. C'est le cas par exemple de la centrale Biomax qui se trouve sur la zone de l'ex-réacteur Siloé. Et puis les autres zones ont été rendues à l'herbe, comme on dit,
pour pouvoir y installer dans le futur d'autres installations de recherche. C'est là ce que j'appellerais un bon exemple de la stratégie de rationalisation de nos espaces qu'on a engagée au niveau du centre depuis de nombreuses années, parce que bien sûr, le foncier sur un site urbain comme le nôtre, c'est quelque chose de rare et de très précieux. Et puis je termine pour la partie nucléaire, parce qu'on a souhaité garder la mémoire de tout ce passé nucléaire. On est fiers de ce qui s'est passé sur le centre dans les différentes INB. Et donc, il a été décidé de convertir un des anciens bâtiments nucléaires du centre, celui du Lama, en une sorte de musée de cette histoire nucléaire. On l'a appelé l'espace passage, du nom du projet de dénucléarisation du centre, pour en faire donc le musée de cette histoire et de ce qu'est devenu le centre depuis. Et donc, sachez qu'en lien avec la métropole, des créneaux de visite pour le grand public ont été ouverts depuis 2025. Vous pouvez réserver sur le site, je crois, de la métropole. Et donc, à raison de visites de groupes de 10-12 personnes, le succès de cette démarche ne se dément pas. Et puis, pour les salariés du centre, sachez que vous pouvez aussi vous-même réserver des créneaux. Ça se passe le lundi après-midi, sous réserve d'avoir un nombre de personnes suffisant, bien entendu. Alors, au tournant de l'année 2000, la décision a donc été prise de réorienter les activités du centre, de transférer tout ce qui est programme nucléaire sur les centres de Saclay, Marcoule et Cadarache. Et donc, l'effectif du centre à cette époque, il est à peu près de 1500 personnes. Et donc, cette époque charnière voit le centre réorienter ses activités vers les grands enjeux technologiques du XXIe siècle. Cette transformation sera portée par Jean Terme, donc ancien directeur du LETI, ancien directeur du centre, qui fixe le nouveau cap comme il savait bien le faire. Et donc, à côté de la microélectronique, qui est depuis le début des années 60 en fort développement, les nouvelles technologies pour l'énergie et les biotechnologies constitueront les autres pétales de la stratégie du trèfle, comme il l'avait appelé, encore le trèfle après le bâtiment 40, et toujours en s'appuyant sur un socle fort de recherche fondamentale et de sciences de base pour continuer à irriguer toute la partie aval. Une date importante de cette décennie 2010, c'est 2006, qui correspond à l'inauguration du pôle Minatech. Minatech comme micro- et nanotechnologie, donc c'est un complexe scientifique d'envergure européenne. Vous voyez ici une photo du chantier avec les différents bâtiments. Donc il y a des salles blanches, des laboratoires, des bureaux, un centre de congrès où nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est un chantier qui a complètement transformé toute la zone sud du centre avec l'objectif donc de regrouper dans un même lieu des acteurs de la recherche, le CEA, mais pas que, de l'enseignement supérieur, donc avec l'école FELMA de Grenoble-INP, et puis des acteurs également de l'industrie, des startups en particulier, dans une entité qui avait été créée spécifiquement pour la valorisation industrielle. L'objectif de ce pôle, c'est bien de renforcer et d'accélérer la coopération entre ces différents acteurs au profit de l'innovation. J'ai beaucoup prononcé le mot innovation depuis le début de cette conférence, et je vais continuer, puisque je vous en rabats un peu les oreilles, mais c'est vrai que cette innovation, elle est orientée au CEA Grenoble sur les 3 grandes transitions, je n'y reviens pas, énergétique, numérique et médecine du futur, et toujours dans le cadre d'un couplage très étroit entre la recherche fondamentale amont et la recherche technologique appliquée en lien avec les applications et avec l'objectif de renforcer, bien évidemment, la souveraineté de la nation stratégique, industrielle et scientifique. Et donc la mission cœur des salariés du CEA Grenoble, c'est bien de capter en amont des idées de rupture pour faire émerger des solutions innovantes avant de les transférer à nos partenaires industriels pour créer de la valeur et des emplois et ainsi donc répondre aux grands enjeux de réindustrialisation. Alors les 3 planches suivantes comportent des jolies images, c'est pour illustrer les activités des 3 principaux instituts qui sont aujourd'hui hébergés sur le centre de Grenoble. Je commence par l'IRIG. Donc l'IRIG, c'est l'Institut de recherche interdisciplinaire de Grenoble. Interdisciplinaire parce que les chercheurs de l'IRIG travaillent sur un panel extrêmement vaste de thématiques. Ça va de la nanophysique à la biologie, à la santé, en passant par les cryotechnologies et la chimie. On est là dans le monde de la recherche fondamentale. Donc la mission, c'est vraiment de produire des connaissances scientifiques de haut niveau, toujours en lien avec les 3 grandes transitions sociétales et en renforçant les collaborations avec d'autres acteurs
de la recherche et de l'enseignement supérieur, le CNRS, l'INSERM ou bien encore l'IGA ici à Grenoble. Alors, quelques images, là j'ai besoin de prendre mes papiers. Donc en haut à gauche, vous avez une synthèse de molécules organiques pour un peu illustrer les activités chimie de l'IRIG. En haut à droite, c'est un four monoarc à argon qui permet la croissance de monocristaux d'une très grande pureté utilisés dans des expériences de physique de la matière. En bas à gauche, on a la conception de composants électroniques avancés qui utilisent la propriété quantique du spin des électrons. C'est ce qu'on appelle la spintronique. Et en bas à droite, cette photo illustre la culture de microalgues parce que celles-ci produisent par photosynthèse des huiles qui sont des réserves d'énergie qu'on peut ensuite transformer par voie chimique en réserve d'énergie en tant que possible alternative, donc typiquement à des énergies fossiles. Voilà pour l'IRIG. Le LETI maintenant, dont on a déjà abondamment parlé. Donc le LETI travaille sur la transition numérique et les technologies pour la médecine du futur. Donc là, on est passé dans le monde de la recherche technologique ou appliquée, avec donc pour mission de développer des solutions innovantes, applicatives, qui vont couvrir tout le spectre de la valeur, du matériau jusqu'au logiciel en passant par les composants. Le LETI, c'est un des 3 plus gros laboratoires de recherche dans le domaine des micro-nanotechnologies dans le monde, dû par son effectif, plus de 2000 personnes, dû par le large panel de ses compétences, de son champ d'expertise, et puis aussi du fait de ses infrastructures de recherche qui sont vraiment au top niveau mondial, avec en particulier près de 14 000 m² de salles blanches dans laquelle sont conçus, fabriqués, développés les dispositifs toujours plus miniaturisés, des dispositifs que vous retrouverez certainement un jour dans vos téléphones portables, dans votre électroménager ou bien encore dans vos voitures électriques, bien entendu. Alors, au niveau des photos, en bas, alors que je ne me trompe pas, voilà. Les images à gauche, donc vous avez une photo de l'intérieur d'une salle blanche avec le personnel en combinaison intégrale pour maintenir les conditions de propreté de cet environnement nécessaire à la fabrication des dispositifs miniaturisés. Ces dispositifs étant fabriqués sur ce qu'on appelle des wafers, c'est les plaquettes de silicone que vous voyez sur les photos du bas. Chaque wafer, 200, 300 mm, comporte des dizaines, voire des centaines de puces électroniques qui elles-mêmes comportent en leur intérieur des dizaines, voire des centaines de millions de transistors qui sont les éléments les plus fondamentaux, les plus petits quelque part, de la microélectronique. En haut à droite, vous avez la photo de notre chambre anéchoïque de grande dimension. Donc, c'est une infrastructure qui permet de tester la robustesse des dispositifs électroniques par rapport aux perturbations électromagnétiques externes. Et puis, je m'arrête quelques secondes sur la photo en haut à gauche, parce qu'elle est toujours très, très intéressante. C'est pour illustrer un projet très ambitieux qui se déroule au sein de notre bâtiment Clinatech, qui accueille à la fois des chercheurs du LETI et également des cliniciens du CHU. Et donc, ce projet consiste à développer des implants cérébraux qui vont permettre à une personne paraplégique de commencer à remarcher, donc en captant les intentions de mouvement dans le cerveau de la personne, en les décodant, en les transférant à un actuateur qui va venir solliciter les muscles des jambes de la période. Donc, on recrée quelque part un pont numérique pour se substituer à la colonne vertébrale qui a été sectionnée. Donc vous voyez, c'est vraiment de la science, de la technologie de très très haut niveau. C'est le résultat de nombreuses années de recherche. Ça n'est plus de la science-fiction, mais il faudra encore bien sûr de nombreuses années de développement et de validation avant que ça puisse être proposé par votre médecin traitant au quotidien, bien évidemment. Je ne vous le souhaite pas d'ailleurs. Voilà. Je termine avec le troisième institut. C'est le LITEN, le laboratoire d'innovation pour les technologies des énergies nouvelles et des nanomatériaux, donc qui travaille aussi en recherche appliquée dans le domaine des énergies bas carbone et renouvelables en particulier. On est encore sur de la recherche appliquée. Les domaines qui sont traités, c'est le domaine de l'énergie solaire. La photo en haut à droite illustre des nouvelles générations de cellules solaires qui sont développées sur le site de l'INES, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et sachez que le LITEN détient depuis 2025 le record mondial de rendement de ces nouvelles générations de cellules. Le chiffre exact, je crois que c'est 30,8%.
Le LITEN traite également tout le sujet du stockage de l'énergie avec ce qu'on appelle les batteries du futur. Donc la photo de gauche illustre la synthèse de différents matériaux qui sont utilisés pour produire ces nouvelles batteries. Et en haut, au centre, c'est justement ces nouvelles batteries qui ont été packagées pour les besoins des véhicules électriques. Le LITEN travaille également sur l'hydrogène, bien évidemment, les systèmes et les réseaux d'énergie, l'économie circulaire, ça c'est la photo en bas à droite, qui symbolise le test de différentes chimies pour répondre aux enjeux de traitement et du recyclage des matières. C'est vraiment un sujet extrêmement sensible en ce moment du fait du contexte géopolitique. L'objectif, c'est vraiment de réduire notre dépendance à des pays comme la Chine, qui aujourd'hui sont les principaux producteurs de terres rares ou de matières premières très, très particulières. Alors, le CEA Grenoble, cela ne vous aura pas échappé, est un centre urbain, donc qui se trouve sur la presqu'île, complètement intégré dans le quartier nord de la ville. C'est un site tout en longueur qui fait une superficie d'environ 70 hectares et c'est vraiment une ville dans la ville. Les activités de recherche, comme vous pouvez le voir sur la planche, se répartissent en différentes grandes zones qui reprennent les grandes thématiques que j'ai mentionnées jusqu'à maintenant. Il y a environ 320 bâtiments sur le centre, une centaine qui sont vraiment des bâtiments importants qui accueillent des activités. Et ça représente près de 350 000 m² de surface construite, dont une grande partie est dédiée aux activités de recherche, donc dans 115 laboratoires de recherche. 6 500 personnes, c'est la population qui viennent travailler tous les jours sur le site, dont 4 900 environ personnes CEA, salariés CEA, soit en contrat permanent, soit en contrat non permanent, donc des thésards, des postdoctorants, des stagiaires, des alternants. Et puis, on accueille aussi un certain nombre de collaborateurs extérieurs du CNRS, de l'INSERM, je l'ai dit tout à l'heure, et également de salariés d'entreprises extérieures qui permettent au centre de fonctionner au quotidien, par exemple pour distribuer près de 3 500 repas quotidiennement, pour nettoyer les locaux ou pour entretenir et maintenir, exploiter et maintenir les différentes infrastructures et bâtiments du centre. Le CEA Grenoble est bien évidemment, par rapport à tout ce que je vous ai dit, un acteur économique important du territoire. C'est le troisième plus important employeur dans le secteur public, après le CHU et l'université. Et puis si on rajoute les deux mastodontes industriels que sont ST Microélectronique et Schneider, il reste quand même dans le top 5 de l'ensemble des employeurs du territoire. Et sachant qu'il continue à entretenir des collaborations historiques de R&D avec un certain nombre de ses partenaires industriels. J'ai presque terminé. Je ne sais pas du tout où j'en suis au niveau timing. Ça va, je dis que ça va. Le CEA Grenoble est aussi un des membres fondateurs, c'était en 2008, de l'écosystème Giant, donc avec 7 autres acteurs de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui ont été rejoints depuis par des industriels en particulier, qui sont tous établis sur la presqu'île. Giant, ça veut dire Grenoble Innovation for Advanced New Technologies. C'est une forme d'écosystème d'innovation multithématique qui unit enseignement supérieur, recherche et industrie, toujours le fameux triptyque grenoblois. 2 grandes missions pour Giant, l'attractivité du polygone scientifique, l'objectif c'est vraiment d'attirer des talents de partout dans le monde, et puis deuxième grande mission, c'est favoriser le développement urbain en lien avec les services de la ville et de la métropole pour faire de la presqu'île un quartier où il soit bon venir travailler, mais aussi habiter. Pour ceux qui connaissent le quartier il y a une vingtaine d'années, il s'est complètement transformé en gros depuis une quinzaine d'années avec l'arrivée sur la presqu'île du tramway, avec la refonte complète du quartier Oxford ou la transformation de la place Nelson Mandela. Voilà, je voulais terminer ma présentation en mentionnant quelques engagements forts du CEA Grenoble depuis quelques années, en particulier ceux qui sont liés à notre politique RSE. RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. La finalité de cette politique, c'est vraiment de décliner les grands enjeux du développement durable en intégrant à nos activités et à toutes nos relations avec nos parties prenantes les préoccupations sociales et environnementales en particulier. Donc au niveau environnemental, je voulais mentionner ce que j'ai un peu dit tout à l'heure, c'est-à-dire que le centre est une ville dans la ville qui consomme beaucoup d'énergie, essentiellement de l'électricité et de l'eau chaude pour le chauffage qu'on achète à la CCIAG, la compagnie de chauffage interurbain. Et donc, il y a un vrai enjeu financier et environnemental par rapport à la diminution de nos consommations
d'énergie. Et c'est la raison pour laquelle, en 2022, la direction du centre a pris la décision de mettre en œuvre un système de management de l'énergie, de le faire certifier ISO 50001, qui est la norme de référence en la matière, pour améliorer notre performance énergétique et réduire notre empreinte environnementale. Donc la certification a été obtenue en août 2023, elle a été confirmée lors des audits de suivi en 2024 et en 2025, et nous sommes en train de préparer l'audit de renouvellement qui est programmé au mois de juin de cette année. Alors cette norme est très contraignante, elle implique une mobilisation extrêmement importante de beaucoup de salariés sur le centre, mais je dirais que le jeu en valait la chandelle, puisque entre 2021, qui était l'année de référence, et 2025, nous avons pu, à isopérimètre, économiser environ 10% de nos consommations d'énergie avec la facture associée. Donc c'est un résultat que je n'hésite pas à qualifier de vraiment remarquable. Toutes ces actions qui sont un peu liées à ce qu'on appelle l'efficacité énergétique viennent en fait s'intégrer dans une démarche plus globale qui est initiée au niveau du CEA et du CEA Grenoble. C'est une démarche de décarbonation de nos activités qui traite aussi tous les aspects liés aux usages, à la sobriété des usages, donc les achats responsables, l'alimentation, le numérique, et j'en oublie toujours un, les déplacements, la mobilité, et sans oublier aussi tout ce qui est gestion responsable des ressources, donc la réduction des consommations d'eau, un peu en miroir de ce qu'on fait pour l'énergie, la gestion des déchets et la préservation de la biodiversité. J'ai oublié de parler, je reviens rapidement, j'ai oublié de parler, parce que là je vous ai parlé que du volet environnemental, mais j'aurais pu aussi vous parler du volet social lié à notre politique RSE. Donc ça implique un certain nombre d'actions que nous menons au quotidien en matière de QVCT, qualité de vie et conditions de travail, au niveau de l'inclusion, au niveau de la lutte contre les discriminations. Et on pourrait citer par exemple toute notre politique qui est basée sur dont l'objectif est de favoriser l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Et puis il y a une autre action extrêmement importante qu'on mène au niveau de la RSE, c'est les actions jeunesse, donc tout ce qui est fait auprès des jeunes, pour en particulier, les jeunes filles en particulier, pour éveiller leur curiosité, les faire s'intéresser à la science et espérer qu'un jour peut-être elles rejoignent les rangs des salariés du CEA Grenoble quand elles auront progressé dans leur carrière éducative. Et donc c'est justement un des objectifs du Parvis des sciences, vous connaissez certainement cet événement, qui est organisé chaque année sur le centre, ici même dans ce centre de congrès. Donc c'est dans le cadre de la fête de la science, c'est un rendez-vous annuel incontournable pour les petits et les grands, et qui incarne la volonté du CEA et d'autres acteurs locaux de partager les connaissances scientifiques, d'éveiller la curiosité et d'inspirer les jeunes générations. Ça aura lieu cette année du 6 au 10 octobre, avec la journée du samedi 10 octobre qui est consacrée à l'accueil du grand public. Voilà, j'en ai pratiquement terminé. Vous pouvez retrouver toute notre activité sur nos différents sociaux. En particulier, vous y retrouverez tous les événements qui sont prévus cette année à l'occasion de l'anniversaire des 70 ans. Ce n'est pas tous les ans qu'on a 70 ans. Et un des points d'orgue de cette actualité, ce sera le 26 septembre. C'est la journée des familles que nous organisons donc le 26 septembre prochain. J'en profite également pour vous rappeler que juste après cette conférence, vous pourrez encore visiter l'exposition Hors les murs du musée de Grenoble. Donc c'est une exposition dont le titre est « Quand la science prend forme ». Elle est composée d'une vingtaine d'œuvres d'art modernes et contemporains qui mettent en lumière les liens qui existent entre l'art et la science. Donc ça se passe en dessous, dans la salle Titane, et vous pouvez encore y aller, faire un tour dès la fin de cette conférence si vous le souhaitez, sachant que le dernier jour de cette exposition, c'est demain pour le grand public. Voilà, j'en arrive à ma planche de conclusion. Donc, je voudrais déjà remercier Florence et Joseph, je ne l'ai pas repéré dans l'Assemblée, qui m'ont aidé à préparer cette conférence. J'ai été trop bavard, comme d'habitude, donc je m'en excuse platement auprès de vous tous et de l'organisation. Si vous avez encore 30 secondes, je vous recommande aussi d'aller jeter un œil à une autre exposition qui se déroule également dans une salle en bas. C'est une exposition qui a été concoctée par les étudiants de première année de l'école Brassard. Donc l'école Brassard, c'est l'école des arts de la création. Ça va du design graphique à l'animation 3D. Et en fait, nous leur avons demandé de créer 7 affiches pour illustrer 7 dates clés
de l'histoire du CEA Grenoble, dont certaines que je vous ai présentées aujourd'hui. Donc moi, j'ai eu la chance de participer au jury d'évaluation des affiches et je trouve que le résultat est très sympa. Donc, ils sont là-bas, sur la droite de l'amphi, les étudiants. Donc, merci à vous, merci pour votre implication, pour le résultat que vous avez obtenu. Ils vont nous quitter juste après la conférence, donc sans attendre la fin des séances de questions-réponses. Et ils pourront ensuite répondre directement à vos questions quand vous irez visiter et que vous irez leur poser des questions, donc justement sur les affiches. Donc merci à vous, ça se passe dans la salle Palladium et je crois qu'il y a une pause café qui vous y attend.